Le craquement de son poing contre la mâchoire de ma fille a résonné dans mon jardin comme un coup de feu en ce dimanche après-midi de fête des pères. J'ai regardé la tête de Léa basculer sur le côté, son corps trébuchant contre la table de jardin en teck alors que notre barbecue familial sombrait instantanément dans le silence. La nappe à carreaux rouges a glissé, en voyant les assiettes en carton et les verres en plastique s'écraser sur la terrasse en pierre, mais ce qui a glacé mon sang n'était pas seulement la violence de Bastien. C'était son frère Nicolas, assis en face de nous dans un fauteuil de jardin, une bière à la main, qui s'est adossé et a déclaré avec un sourire glacial, enfin, il fallait bien que quelqu'un lui apprenne à la fermer. À ce moment-là, alors que la main de ma fille tremblait contre sa lèvre en sang et que ma femme Isabelle étouffait un cri d'horreur à côté du barbecue fumant, j'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je n'avais qu'un seul numéro à composer, un numéro que je n'avais pas appelé depuis 15 ans. Bastien n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Je m'appelle Thierry Marchand. J'ai 58 ans et j'ai passé 30 ans comme inspecteur principal en fraude pour une grande compagnie d'assurance avant de prendre ma retraite pour ce que je pensais être des années paisibles à Lyon. Je pensais avoir tout vu dans ma carrière, des accidents mis en scène, des demandes d'indemnisation frauduleuses, des stratagèmes élaborés, mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à voir mon propre gendre porter la main sur ma fille lors de ce qui aurait dû être un joyeux rassemblement familial. Laissez-moi revenir en arrière. Léa est mon enfant unique. Elle a épousé Bastien Lefebvre il y a 3 ans et j'avoue que je n'ai jamais aimé cet homme. Il y avait quelque chose dans son regard qui ne correspondait pas à son sourire, quelque chose de calculateur. Ma femme Isabelle me disait que j'étais surprotecteur, que chaque père pense qu'aucun homme n'est assez bon pour sa fille. Peut-être avait-elle raison, mais l'instinct d'un père est une chose puissante et le mien hurlait des avertissements depuis le jour de leur rencontre. Le barbecue de la fête des pères était l'idée d'Isabelle. Elle voulait réunir toute la famille sur notre terrasse, Léa et Bastien, le frère de Bastien, Nicolas, et sa femme Juliette, ma sœur Pascale et son mari Gilles. Nous avions passé la matinée à griller des merguez et des côtes de bœuf sur notre barbecue à gaz, buvant de la bière fraîche et du rosé, prétendant que tout allait bien sous le soleil de juin. L'odeur du charbon et de la viande grillée flottait dans l'air. Des lampions restés de la dernière fête de voisinage pendaient encore à la balustrade, mais j'avais remarqué des détails, la façon dont Léa tressaillait quand Bastien levait la main pour attraper son portefeuille, les manches longues qu'elle portait malgré la canicule. La façon dont elle s'excusait pour entrer dans la maison 3 fois avant même que nous nous asseyions pour manger. Nous en étions à la moitié du déjeuner quand c'est arrivé. Léa avait fait un commentaire sur les mensualités élevées du nouveau SUV de luxe de Bastien, quelque chose d'innocent sur le coût mensuel. J'ai vu sa mâchoire se contracter. J'ai vu ses articulations blanchir autour de sa bouteille de bière. Puis il s'est levé de sa chaise. « Tu veux parler d'argent » Sa voix était basse, dangereuse. « Toi qui n'as pas travaillé une seule vraie journée depuis que nous sommes mariés ?» Léa a baissé les yeux vers son assiette de salade piémontaise entamée. « Bastien, je ne voulais pas dire, ferme ta gueule. » Il s'est dirigé vers sa chaise, son ombre s'étendant sur la table. J'ai commencé à me lever, mais Isabelle m'a attrapé le bras. « Thierry, ne fais pas d'esclandre. » C'est à ce moment-là que Bastien a saisi Léa par les cheveux et l'a forcée à se lever. Elle a poussé un cri, ses mains volant à sa tête, puis il l'a frappée. Pas une gifle, un coup de poing fermé au visage qui l'a envoyé s'affaler contre la table, renversant assiette et couvert. Des glaçons provenant des verres renversés se sont éparpillés sur le sol. Le jardin a explosé dans le chaos. Pascal a hurlé depuis sa chaise près du grill. Juliette a bondi, renversant son siège pliant. La main d'Isabelle a volé à sa bouche, mais Nicolas, le frère aîné de Bastien, est resté assis avec ce sourire écœurant en prononçant ces mots qui allaient me hanter. Enfin, il fallait bien que quelqu'un lui apprenne à la fermer. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas planifié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais gardé dans mes contacts pendant 15 ans, même si j'avais juré de ne plus jamais l'utiliser. Marc Renard, ancien commissaire de la PJ, maintenant enquêteur privé spécialisé dans les affaires que les autres ne voulaient pas toucher. Nous avions travaillé ensemble sur un énorme dossier de fraude en 2009 et il m'avait dit que si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, je devais l'appeler. Le téléphone a sonné 2 fois. La voix grave de Marc a répondu « Marchand, c'est toi. J'ai besoin de toi chez moi. Maintenant. Amène ceux en qui tu as confiance. » Je lui ai donné mon adresse dans la banlieue lyonnaise. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai regardé Bastien, qui se tenait maintenant au-dessus de Léa alors qu'elle se recroquevillait contre la table renversée, le sang coulant de sa lèvre sur son chemisier blanc neuf. J'ai regardé Nicolas, toujours assis calmement dans sa chaise comme si rien d'inhabituel ne s'était produit, prenant une autre gorgée de sa bière. Violence domestique en cours, et Marc, je pense qu'il y a bien plus derrière tout ça. J'arrive. Garde tout le monde sur place. Ne laisse personne partir. J'ai raccroché. Bastien me fixait maintenant, le visage rouge de rage et de sueur. Qui as-tu appelé, le vieux? Quelqu'un qui va avoir une conversation très intéressante avec toi, ai-je dit calmement, ma voix ferme malgré mes mains qui tremblaient de fureur. Je me suis approché de Léa, l'aidant à se relever. Elle tremblait, les larmes coulant sur son visage, se mélangeant au sang de sa lèvre fendue. Ça va aller, ma puce. Tout va bien se passer. Bastien a ri, un son dur et qui a déchiré l'air de l'été. Tu crois qu'appeler quelqu'un va changer quelque chose? C'est entre ma femme et moi. Ce sont mes affaires. En réalité, ai-je dit, ma voix devenant glaciale, au moment où tu as porté la main sur elle dans ma maison, c'est devenu mon affaire. Nicolas s'est enfin levé de sa chaise. Il était plus costaud que Bastien, plus large d'épaules, portant un polo de marque qui coûtait probablement plus cher que le budget de course mensuel de la plupart des gens. Monsieur Marchand, je pense que vous réagissez de manière excessive. Bastien et Léa ont leurs problèmes, comme tous les couples. Parfois, les choses s'enveniment. Les choses s'enveniment, ai-je répété, regardant cet homme qui venait de voir son frère frapper une femme et appelait cela normal. C'est comme ça que vous appelez un homme qui frappe sa femme au visage. J'appelle ça quelque chose qui ne vous regarde pas, a dit Nicolas, son ton passant de la plaisanterie à la menace. Son oméga coûteuse a accroché la lumière du soleil alors qu'il faisait un geste dédaigneux. Et je vous suggère de ranger ce téléphone et de laisser cette famille régler ses propres histoires. Je l'ai regardé de plus près alors. Cette montre qui valait plusieurs mois de salaire, ce polo sur mesure, la façon dont il se tenait avec une autorité qui ne correspondait pas à son prétendu métier de vendeur de voitures. Quelque chose a cliqué dans mon cerveau d'enquêteur, le même instinct qui m'avait servi pendant 30 ans. Depuis combien de temps cela dure-t-il, ai-je demandé doucement à Léa, m'agenouillant près d'elle. Elle ne voulait pas me regarder, ses doigts touchant l'hématome qui grandissait sur sa joue. Papa, s'il te plaît, depuis combien de temps? 1 an, a-t-elle chuchoté. Peut-être plus. Mon cœur s'est brisé. 1 an. Ma fille vivait un enfer depuis 1 an et j'avais été trop aveugle pour le voir clairement, trop disposé à croire ses excuses sur sa maladresse, sur le fait qu'elle se cognait dans les portes ou tombait dans les escaliers. J'avais échoué en tant que père, mais je n'allais plus échouer. Isabelle s'était installée de l'autre côté de Léa, l'entourant de son bras et lançant des regards noirs à Bastien. Pascal était au téléphone près du barbecue, appelant probablement la police, bien que j'ai demandé à Marc de venir en premier pour une raison précise. Si c'était ce que je soupçonnais, nous avions besoin de quelqu'un capable de voir la situation dans son ensemble. Gilles se tenait près de la balustrade, les poings serrés, l'air de vouloir en découdre avec Bastien. Ce dernier faisait les 100 pas sur la terrasse, passant ses mains dans ses cheveux, ses baskets de luxe grinçant sur le sol. C'est ridicule. Léa, dis-leur. Dis-leur que tu vas bien. Dis-leur que c'était juste une petite dispute. Léa n'a rien dit, fixant simplement les glaçons qui fondaient au soleil. Léa. La voix de Bastien a monté d'un ton, résonnant contre les murs de la maison. Dis-leur. Elle n'a rien à nous dire, ai-je dit en me redressant de toute ma taille. Nous avons vu ce que nous avons vu. C'est là que Bastien a commis sa deuxième erreur. Il a sorti son téléphone et a passé un appel, se détournant de nous comme si nous ne pouvions pas entendre chaque mot. Ouais, c'est moi. On a un problème. Le vieux fait du bruit. Il a fait une pause, écoutant son interlocuteur. Je me fiche de ce que tu fais. Viens ici tout de suite. Il a raccroché et m'a souri, ce même sourire froid que j'avais vu chez Nicolas. Vous voulez rendre les choses compliquées, monsieur Marchand? Très bien. Rendons-les compliquées. Je me suis demandé qui il avait appelé, qui lâcherait tout un dimanche après-midi pour venir nettoyer les dégâts de Bastien. La réponse à cette question m'en dirait long sur le genre d'opération que ces deux-là menaient réellement. 20 minutes plus tard, Marc Renard est arrivé. Il n'est pas venu seul.
il a amené 2 associés, tous 2 anciens de la gendarmerie avec ce genre de regard alerte qui ne rate rien, et une femme que j'ai reconnue comme une conseillère spécialisée dans les violences domestiques avec qui il travaillait souvent. Ils sont entrés par la porte vitrée du salon. Les insignes étaient déjà sortis, ils se déplaçaient avec l'efficacité silencieuse de ceux qui ont fait cela des centaines de fois. Le visage de Bastien est devenu livide en voyant les cartes professionnelles. C'est qui ces types? Marc Renard, enquêteur privé. Je suis ici au nom de Monsieur Marchand. Les yeux de Marc ont balayé la terrasse, enregistrant tout, le mobilier renversé, le visage tuméfié de Léa, les positions défensives de chacun, l'odeur de sauce barbecue et de bière répandue. Quelqu'un veut me dire ce qui s'est passé ici? C'est une propriété privée, a dit Nicolas, montrant enfin un signe d'inquiétude. Vous n'avez aucune autorité ici. En fait, j'ai été invité par le propriétaire, ce qui me donne tout à fait le droit d'être ici. Marc s'est tourné vers Léa, sa voix s'adoucissant. Madame, est-ce que ça va? Avez-vous besoin de soins médicaux? Léa m'a regardé, puis a regardé Bastien, qui la fixait avec une haine pure, puis a de nouveau regardé Marc. J'ai vu le moment où elle a pris sa décision, le moment où elle a choisi la vérité plutôt que la peur. Il m'a frappé, a-t-elle dit, sa voix petite mais claire. Mon mari m'a frappé. Marc a opiné du chef, sortant un petit enregistreur numérique. Je vais demander à tout le monde de rester exactement où il est. Des agents de la police nationale sont en route. Il a regardé directement Bastien. Vous avez porté la main sur elle? La mâchoire de Bastien s'est contractée. C'est entre ma femme et moi. Plus maintenant. La voix de Marc portait l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à traiter avec des hommes comme lui. Monsieur Marchand, vous avez été témoin de l'agression? Je l'ai été. Comme toutes les personnes ici présentes. J'ai désigné ma famille. Marc s'est tourné vers Nicolas. Et vous êtes? Le frère de Bastien, et je lui conseille de ne plus dire un mot sans avocat. Malin, a dit Marc. Mais voici le problème, je n'ai pas besoin qu'il parle. J'ai de multiples témoins de l'agression. C'est suffisant pour engager des poursuites. Il m'a regardé avec ses yeux perçants d'enquêteur. Mais tu as dit que tu pensais qu'il y avait autre chose. J'ai hoché la tête en pensant à la montre de Nicolas, au SUV de Bastien, à leur arrogance. Appelle ça 30 ans d'instinct professionnel. Quelque chose ne tourne pas rond. L'argent, le comportement, la façon dont ces deux-là sont liés. Je veux savoir dans quoi ils trempent réellement. Le regard de Marc s'est durci. Il avait appris à faire confiance à mon flair. Très bien, commençons par le début. Bastien Lefebvre, que faites-vous dans la vie? Je suis consultant financier, a répondu Bastien, la sueur perlant sur son front malgré l'ombre du parasol. Quel genre de conseil? Diverses choses. Placement, règlement d'assurance, Marc et moi avons échangé un regard. Les assurances. C'était là. Et vous, Nicolas? Vendeur automobile. Je vois. Marc a sorti son téléphone et a passé un appel discret en s'éloignant. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je savais qu'il vérifiait leurs antécédents, leurs finances, utilisant des contacts cultivés pendant des années. La police est arrivée 10 minutes plus tard. Ils nous ont séparés pour prendre les dépositions. Une policière s'est assise avec Léa à la table de la cuisine pour documenter ses blessures, photographiant les bleus qui apparaissaient déjà sur sa joue. Un autre officier parlait à Bastien. Isabelle se cramponnait à mon bras près du barbecue devenu froid. Thierry, qu'est-ce qui se passe? La justice, tout simplement. Enfin. Mais je savais que ce n'était que le début. En regardant Marc coordonner les policiers, je me suis rappelé l'appel de Bastien. Qui arrivait? La réponse est apparue 30 minutes plus tard. Un homme dans un costume sombre impeccable, portant une mallette en cuir, a franchi le portail. Je suis Maître Dumont, l'avocat de Bastien Lefebvre. Mon client ne fera aucune autre déclaration. Marc a levé un sourcil. C'était rapide. On dirait presque que vous étiez en attente. Dumont n'a pas répondu, mais j'ai vu une lueur dans ses yeux. Cet avocat était habitué à nettoyer les dégâts de Bastien. La rapidité de son arrivée confirmait le caractère organisé de leur affaire. La police a arrêté Bastien pour agression.
Ils lui ont lu ses droits, l'ont menotté et l'ont conduit vers la sortie. En passant devant Léa, il a sifflé « Tu vas le regretter ». Un policier a immédiatement ajouté « Intimidation de témoin » à ses charges. Nicolas a voulu partir, mais Marc lui a barré la route. Je resterai dans le coin si j'étais vous. J'ai quelques questions. Suis-je en état d'arrestation? Pas encore. La soirée est jeune. Après le départ des fourgons, Marc s'est assis avec moi dans mon bureau. Isabelle était à l'étage avec Léa, l'aidant à faire un sac. Ma fille ne retournerait pas dans cette maison ce soir, ni jamais. Dis-moi tout, Thierry, a dit Marc. Qu'est-ce que ton instinct te dit? Je me suis adossé, rassemblant les pièces du puzzle. Bastien n'a pas d'horaire régulier. Il a des goûts de luxe, un nouveau SUV chaque année, des vêtements de créateur. Son prétendu job de consultant ne peut pas couvrir ce train de vie. Léa a mentionné une fois qu'il aidait des gens avec des dossiers d'assurance. L'expression de Marc s'est assombrie. Quel genre d'aide? Elle ne connaissait pas les détails. Il la faisait taire dès qu'elle posait des questions. Mais Marc, je reconnais la fraude à l'assurance quand je la sens. J'ai fait ça pendant 30 ans. Et si Bastien dirige quelque chose, Nicolas est dedans aussi. Tu as vu cette montre? C'est une Omega à 15 000 € sur un salaire de vendeur de bagnole. Exactement. Marc a sorti son ordinateur. Je vais appeler un contact à la brigade financière. Si ces types sont sales, ils seront connus. Pendant que Marc travaillait, je suis monté voir Léa. Elle était assise sur son ancien lit, serrant un vieux doudou, ressemblant à une enfant de 12 ans plutôt qu'à une femme de 30 ans. « Papa, je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Je me suis assis près d'elle. « Ma chérie, tu n'as pas à être désolée. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû le quitter la première fois sa voix s'est brisée. Mon sang s'est glacé. Combien de fois est-ce arrivé? Elle a baissé les yeux. J'ai arrêté de compter après la 10e fois. Isabelle a poussé un gémissement de douleur. Je bouillonnais de rage, mais je gardais une voix douce. Dis-moi tout, Léa. Depuis le début. Et elle a parlé. Tout est sorti comme du venin que l'on draine d'une plaie. Comment Bastien avait été charmant au début. Comment la première fois qu'il lui avait serré le bras trop fort, il avait pleuré en jurant que cela ne se reproduirait jamais. Puis l'escalade. Des bousculades, des gifles, des mots cruels. Il disait que personne ne me croirait, a-t-elle chuchoté. Il disait que sa famille avait des relations, que si je parlais, il me ferait passer pour une folle. Et Nicolas était toujours là à le soutenir, me disant que j'étais trop sensible. Est-ce que Nicolas t'a déjà touché? Non. Mais il regardait, parfois. Quand Bastien perdait son sang-froid, Nicolas était là, il n'arrêtait rien, il regardait comme si c'était un spectacle. C'était presque pire. J'ai échangé un regard avec Isabelle. C'était encore plus tordu que je ne le pensais. Il y a autre chose, a ajouté Léa. Bastien et Nicolas avaient des réunions tard le soir dans notre sous-sol. Des hommes venaient, des gens que je ne connaissais pas. Bastien me disait de rester en haut. Une fois, j'ai entendu parler d'un accident, de la façon dont l'indemnisation était passée, de partage d'argent et quelqu'un a dit qu'il fallait que les blessures aient l'air réelles la prochaine fois. Mon sang s'est figé. Fraude organisée. Je suis redescendu trouver Marc. Il avait le visage grave. Ton instinct ne t'a pas trompé, a-t-il dit. La brigade financière a l'œil sur un réseau opérant dans la région lyonnaise depuis 18 mois. Accident mis en scène, fausse déclaration de dommages corporels, facturation de soins médicaux fictifs. Il soupçonnait un groupe organisé, mais personne ne voulait parler. Tout le monde avait trop peur. Les frères Lefebvre sont tout en haut de leur liste de suspects. Ils ont repéré un schéma de réclamation suspecte lié aux mêmes médecins et aux mêmes avocats. On parle de combien d'argent? Estimation basse? Plus de 800 000 € sur les 18 derniers mois. J'ai laissé échapper un sifflement. Ainsi, quand Bastien a frappé Léa ce soir, il n'était pas seulement un mari violent, il était un criminel protégeant son business. Il l'avait isolée et terrorisée car il savait que si elle parlait, tout son empire s'effondrerait. Marc et moi avons eu la même pensée. Nous tenions une chance de démanteler tout le réseau. Je dois passer un appel, a dit Marc.
On va avoir besoin de la PJ et de la brigade financière sur ce coup-là. Au cours des 3 heures suivantes, ma maison est devenue un centre de commandement officieux. Des agents sont arrivés, suivis par des enquêteurs spécialisés. Ils ont interrogé Léa avec douceur, puis avec une excitation croissante alors qu'elle racontait chaque détail des réunions nocturnes, des papiers avec des montants écrits de la main de Bastien. Ils m'ont interrogé sur mes observations professionnelles concernant le train de vie de Bastien. Ils ont même interrogé ma sœur Pascale, qui se souvenait d'une blague de Bastien sur la façon de faire travailler le système quand on a besoin de cash. À minuit, ils en avaient assez pour un mandat de perquisition massif. Ils ont fait une descente dans la maison de Bastien et Léa à 2 heures du matin, saisissant ordinateur, dossier et téléphone prépayés. Ils ont emmené Nicolas en garde à vue au même moment. Sans Bastien pour l'intimider, la femme de Nicolas, Juliette, a fini par craquer. Elle aussi avait peur. Elle avait vu comment Bastien traitait Léa et savait que Nicolas ferait de même si elle ouvrait la bouche. Le lendemain, l'enquête a explosé. Ils ont trouvé des preuves de plus de 40 demandes d'indemnisation frauduleuses. Ils ont découvert un réseau de médecins corrompus qui signaient de faux certificats, des avocats qui déposaient des plaintes en sachant qu'elles étaient fausses. Et au centre, les frères Lefebvre dirigeaient tout cela comme une entreprise. Mais voici ce que personne ne s'attendait à trouver, ils ne faisaient pas que frauder les assurances. Ils recrutaient des gens désespérés pour qu'ils se blessent volontairement dans des accidents de voiture ou des chutes au travail, leur versant une fraction de l'argent et gardant le reste. Et dans au moins un cas, cela avait mal tourné. Un homme nommé Carlos avait été handicapé à vie après qu'un accrochage mineur s'était transformé en une collision sérieuse. On lui avait promis de l'argent facile, il avait perdu l'usage de ses jambes. En apprenant cela, j'ai dû m'asseoir. Ma fille était mariée à un homme qui détruisait des vies pour de l'argent. Le procureur est venu chez moi personnellement pour parler à Léa. Madame, votre témoignage sera crucial. Êtes-vous prête à témoigner sur tout ce que vous avez vu, sur le contrôle et l'intimidation qu'il exerçait? Léa m'a regardé. Je lui ai pris la main. C'est ton choix, ma puce. Personne ne peut te forcer. Elle est restée silencieuse, regardant la terrasse où tout avait commencé 24 heures plus tôt. Puis elle a hoché la tête avec une détermination que je ne lui avais pas vue depuis des années. Oui, je témoignerai. Parce que si je ne le fais pas, il fera ça à quelqu'un d'autre. Il détruira une autre vie, et je ne peux pas vivre avec ça. Le procès a mis 6 mois à se préparer. Pendant ce temps, Léa s'est réinstallée chez nous. Elle a commencé une thérapie et a rejoint un groupe de soutien. Doucement, douloureusement, elle a commencé à guérir. Bastien et Nicolas ont été maintenus en détention provisoire. Leur avocat, Maître Dumont, a également été arrêté après que les enquêteurs ont découvert qu'il blanchissait de l'argent via de faux accords juridiques. Le réseau a été systématiquement démantelé. Quand Léa est entrée dans le tribunal le premier jour du procès, elle marchait la tête haute. L'accusation a présenté les preuves méthodiquement, relevés financiers, écoutes téléphoniques, témoignages des victimes recrutées. Puis Léa a pris la barre. Elle a témoigné pendant 4 heures. Elle a tout raconté, les abus, la peur, les réunions secrètes, les menaces de Bastien et l'observation glaciale de Nicolas, jusqu'à ce dimanche de fête des pères où son père avait passé l'appel qui avait tout changé. L'avocat de la défense a tenté de la déstabiliser, suggérant qu'elle était une femme dépitée cherchant vengeance. Mais Léa n'a pas flanché. Elle a regardé l'avocat droit dans les yeux et a dit « J'ai les rapports médicaux de chaque fois qu'il m'a frappé. J'ai les photos des bleus que j'ai cachés pendant des années. J'ai le témoignage de ma famille qui a vu la violence. La seule chose que je cherche, c'est la justice pour toutes les personnes que mon mari a blessées, y compris moi-même. » Le jury a délibéré moins de 2 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. Bastien Lefebvre a été condamné à 12 ans de prison ferme pour fraude organisée, extorsion et racket, plus 5 ans supplémentaires pour les violences volontaires et l'intimidation. Nicolas a pris 8 ans. 1 an après ce fameux barbecue, Léa et moi étions assis sur la terrasse à regarder le coucher du soleil. Elle venait de commencer un nouveau travail en tant que conseillère pour les victimes, aidant d'autres femmes à naviguer dans le système judiciaire. Elle avait trouvé un sens à sa douleur. « Papa », a-t-elle dit doucement, « je ne t'ai jamais vraiment remercié d'avoir passé cet appel, de m'avoir cru, de ne pas avoir abandonné. » J'ai passé mon bras autour de ses épaules. « Ma chérie, j'ai échoué pendant 1 an en ne voyant pas ce qui se passait.
Cet appel était la moindre des choses. Tu n'as pas échoué, a-t-elle insisté. Tu m'as sauvé quand ça comptait le plus. Tu n'as pas hésité. Tu as agi. Ce seul coup de téléphone n'avait pas tout réparé. Il n'avait pas effacé le traumatisme, mais il avait été le premier pas sur le chemin de la justice. Parfois, c'est tout ce qu'il faut, une personne prête à décrocher son téléphone, une personne refusant de détourner le regard, une personne disant « ça suffit ».